iniziamo le sedute. È con piacere che invito un altro ospite francese, il dottor Pierre Miniconi, che ci parlerà di Video Head Input Test Presby Vertigine, modificazioni funzionali nel soggetto anziano. Parlerà in francese, ma le diapositive sono in italiano, mi pare di aver capito. Grazie Pierre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très honoré d'avoir été invité. Je remercie le professeur Neri de m'avoir demandé de présenter justement, après cette communication très intéressante, la Presby Vestibuli. Ah, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Ah oui, voilà. Alors la définition de la Presby Vestibuli, du grec, pas de l'italien, vecchio, vieux, et le vestibulum, bon. Et on ne pouvait pas mettre en évidence un déficit vestibulaire par ces tests classiques. Pardon, en dehors, si vous voulez, d'atteintes iatrogènes très importantes qui abîmaient l'ensemble du vestibule, les cellules phasiques, les cellules toniques. Surtout la gentamicine dans les chirurgies cardiaques et orthopédiques, la chimiothérapie, le cisplatyl. Depuis l'avènement du VHIT, et du test dynamique actif, on peut effectuer des tests de rotation de la tête à très haute fréquence, à haute vitesse, plutôt on va parler de vitesse. Un thrust, parce qu'il n'y a pas de fréquence, c'est une vitesse que l'on va effectuer qui correspond au mouvement naturel de la tête. Ces mouvements à très haute vitesse, il n'y a que le VHIT qui peut les mettre en évidence. Alors je suis désolé parce que ma présentation est en français, mais là je suis en train de lire de l'italien et pour le traduire, c'est pas évident. Chez certains sujets, à partir d'un certain âge, qui caractérise chaque individu, il n'y a pas une généralité, si vous voulez, dans le vieillissement vestibulaire, comme dans la presbyacousie ou la presbytie. On peut avoir des sujets relativement jeunes, à partir de 40 ans, c'est quand même très jeune, qui ont un vieillissement, si vous voulez, de leurs cellules phasiques, des canaux semi-circulaires à haute vitesse, et qui va entraîner une réduction de la mobilité de la tête et du corps pour éviter justement l'instabilité réactionnelle. Lorsque quelqu'un qui a une presby vestibuli fait un mouvement très rapide et qu'il a une instabilité, par le comportement d'évitement, il ne va plus refaire ses gestes rapides, il va commencer à réduire sa mobilité et il va commencer à se sédentariser. Alors la presby vestibuli est la conséquence d'un vieillissement, tout au moins au début, des cellules phasiques. Vous savez très bien que dans la cupule des canaux semi-circulaires, vous avez les cellules de la base de la cupule qui sont des cellules toniques. Les cellules du sommet de la cupule sont des cellules phasiques. Et entre les deux, il y a un continuum entre des cellules tonico-phasiques. Alors, le vieillissement ne sait pas encore très bien actuellement si c'est uniquement la fibre neurosensorielle ou si c'est la synapse entre la fibre et le premier neurone, ou si un vieillissement, si vous voulez, des neurones au niveau du ganglion de Scarpa. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la différence entre les cellules toniques et les cellules phasiques, la cellule tonique a des fibres de très petit diamètre, il n'y a pas de myéline autour de la fibre, et la vitesse de conduction est très lente. À l'inverse, dans les cellules phasiques, il y a des grosses fibres qui sont entourées de myéline et à une vitesse de conduction très rapide. Et donc, elles vont permettre de détecter les mouvements très rapides, des mouvements naturels du corps et de la tête. Donc, la cellule tonique a une conduction très lente et elle est surtout destinée à détecter des postures, alors que les phasiques permettent de détecter des mouvements très rapides. Voilà, on voit très bien ici la différence entre les cellules phasiques et toniques. On voit très bien que dans la cellule phasique de type 1,
Vous avez donc la cellule est entourée complètement, si vous voulez, alors que là, c'est tout à fait tout petit, avec des fibres très grêles, et là, des fibres de myéline qui sont très, très grosses. Alors, comment mettre en évidence cette presbyvestibulie, donc ce vieillissement, si vous voulez, très progressif? Je suis trop près? Ah. Vous m'entendez comme ça? Donc, c'est le nouveau test, le VHIT, le Video Head Impulse Test. On vous a montré hier le Head Impulse Test en clinique. Et là, grâce au progrès, si vous voulez, on a pu maintenant enregistrer avec une grande précision le VHIT. Alors, le VHIT, du moins pour le Synapsis, que je connais bien, je connais un petit peu moins bien l'autre version américaine ou australienne. Le VHIT de Synapsis, il est livré d'usine avec un réglage, si vous voulez, autour de 150 degrés secondes. Il faut aller dans les paramètres pour monter et pouvoir effectuer des thrusts, des mouvements de tête rapides au-delà de 200 degrés secondes. L'idéal, c'est entre 220 et 250 degrés secondes. Vous voyez qu'en accélération, ce sont des accélérations très importantes, 4000 degrés secondes carrés. Et donc, on va évaluer le gain des 6 canaux semi-circulaires. Le gain normal, quel que soit l'âge, est égal à 0,9 ou au-dessus de 0,9. Il y a des patients de 80 ans qui ont des gains des 6 canaux à 0,9. Le VHIT Synapsis est livré normalement à un gain en dessous, égal ou en dessous de 0,8. Je ne suis pas d'accord avec cette norme. Il faut considérer le gain normal à 0,9. En dessous de 0,9, on a un déficit qui commence. Et le plus important, c'est de le détecter très très tôt pour pouvoir mettre en place une rééducation adaptée à ce vieillissement ou à cette altération ou ce déficit très progressif. Voilà un VHIT, si vous voulez, effectué à la vitesse standard de 150 degrés secondes au niveau du canal latéral. On voit très bien un gain de 1,09. Et on voit également, si vous voulez, le gain normal des 6 canaux. Voilà le canal latéral. On voit très bien le mouvement de tête en vert et le mouvement des yeux en bleu et en rouge. Vous voyez que le gain est absolument normal, ce gain-là. Les 6 canaux, on voit les gains ici, sont strictement normaux. Voilà la même personne, on effectue un VHIT à 250 degrés secondes. Et on voit très bien qu'à ce moment-là, ce sujet qui était normal ici, à 150 degrés secondes, à 250 degrés secondes, on voit déjà apparaître un déficit des 2 canaux latéraux qui est très très net. Voilà la tête et voilà le déficit. Et voilà l'overt saccade de rattrapage, alors que là, à 150 degrés, c'est normal. Donc, si l'on effectue des tests à 150 degrés secondes, on va passer à côté d'un début de vieillissement des canaux semi-circulaires, un début de presbyvestibulie. Et ceci est très important parce que quand on aura dépisté ce déficit qui correspond à la plainte du patient qui vient nous voir, parce que j'ai beaucoup de patients âgés, si vous voulez, et qui ont une instabilité au mouvement rapide et qui font des chutes. Ces patients-là, si on les teste à cette vitesse-là, on dira non monsieur, tout est normal, rentrez chez vous. Alors que si on peut le mettre en évidence très tôt, on va pouvoir mettre en place une rééducation adaptée. Un autre sujet, une instabilité qui est venue pour une instabilité au mouvement rapide. On voit très bien qu'à 150 degrés secondes, le canal latéral droit n'a aucun déficit. Et quand on fait à 220 degrés secondes, on voit très bien le déficit qui commence. Il n'est pas très important, mais avec l'âge, avec les décennies, il va continuer à évoluer pour arriver, si vous voulez, à un déficit beaucoup plus important, une sédentarité et des chutes dans 20 ans, 30 ans. Voilà par exemple la nouvelle version du VHIT. Elle permet maintenant de voir l'évolution du gain
en fonction de la vitesse de tête. On a les vitesses ici des mouvements de tête et on a le gain. Vous voyez que chez quelqu'un qui est normal, on a un gain qui est à 1 à toutes les vitesses, même pratiquement jusqu'à 300 degrés secondes. C'est des vitesses très très rapides de la tête qui correspondent au mouvement naturel de l'être humain. Voilà par exemple, si vous voulez, quelqu'un qui a un déficit important et on va voir ici la chute du gain en fonction de la vitesse. Quand vous faites un VHIT à basse vitesse, autour de 100 degrés secondes, le gain est normal. Si vous augmentez le gain, on voit la chute progressive de ce canal qui est testé. On voit très bien qu'à haute vitesse, le gain est nul. Voilà l'intérêt d'effectuer des VHIT à très haute vitesse pour mettre en évidence ce déficit, qu'il ne se voit pas à basse vitesse. Donc l'importance du VHIT à très haute vitesse. Voilà par exemple, à haute vitesse, quelqu'un jeune, 28 ans, qui a des gains 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc ce n'est pas 0,8, c'est 1. Ça, c'est la normale. Retenez ça. Voilà quelqu'un de 78 ans, un VHIT à effectuer à haute vitesse. Regardez, 1, 1, 1, 1, 0,9, 2, 0,9. Ce sujet a des gains normaux malgré son âge. Donc la presbyvestibulie n'est pas quelque chose, si vous voulez, d'obligatoire dans le vieillissement. Il y a des sujets âgés qui ont des gains strictement normaux et qui ont un comportement dans la vie qui est complètement, si vous voulez, adapté à leur vestibule. Cette personne-là bouge, n'a aucun trouble de l'équilibre, elle était venue pour autre chose. La presbyvestibulie va se manifester au début par un déficit des canaux postérieurs. Alors ça, ne me demandez pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi ce sont les canaux postérieurs à haute vitesse qui commencent à être déficitaires. Et progressivement, au fur et à mesure de l'évolution, les canaux latéraux commencent à être déficitaires. Et en fin d'évolution, les canaux antérieurs, mais très tardivement, sont touchés. On voit très très bien sur ces figures des personnes de 50-60 ans avec un déficit aux hautes vitesses qui n'est pas très important, mais quand même 0,69, 0,68, donc 0,7, déficit très net, alors que les latéraux sont normaux. 1 et 0,94. Un autre sujet de 60 ans, vous voyez que c'est la même chose, un déficit symétrique des deux canaux postérieurs, 0,6, 0,6, alors que les canaux latéraux antérieurs sont normaux. Voilà une presbyvestibulie au début. Ça, quand ces sujets-là qui viennent nous voir pour un petit peu d'instabilité, en se redressant, ils ont, quand vous les interrogez, une instabilité au redressement. Voilà l'explication. Progressivement, les 4 canaux, 2 postérieurs plus les 2 latéraux, sont touchés. On voit 2 personnes de 85 ans, un déficit des 2 postérieurs, déficit des 2 latéraux. Ce n'est pas le même sujet, ce sont 2 sujets différents. Et on voit que les antérieurs sont normaux. 0,9, 0,9, 1, 1. À la fin, les 6 canaux sont touchés. Voilà des patients de 75 ans, 70 ans, voilà un déficit des 6 canaux. Vous remarquerez que le postérieur droit, il est à 0, il est mort, il n'y a plus aucune réponse. L'autre, le postérieur ici gauche, 0,24, c'est pas plus brillant. On voit très très bien donc l'évolution ultime de la presbyvestibulie. À ce stade, les cellules toniques, là ce que vous avez vu, c'est une atteinte des cellules phasiques qui permettent donc les mouvements très rapides de la tête et du corps. Et en fin d'évolution, il y a également une altération des cellules toniques. Et à ce moment-là, on peut les mettre en évidence par les tests cinétiques et les tests caloriques. Mais c'est en fin d'évolution. Et pendant 20 ou 30 ans, si on ne fait pas le VHIT, on passe à côté d'une étiologie vestibulaire dans la chute des gens âgés. Alors, on a donc maintenant les tests qui permettent de révéler cette presbyvestibulie à son début. Que fait-on?
est-ce que l'on a quelque chose à proposer à ces patients qui commencent à être instables à certains mouvements et qui commencent à avoir peur de tomber, hein, un patient qui est tombé, le syndrome post-chute, ensuite il va commencer à se sédentariser, il n'osera plus sortir de sa maison et petit à petit il ne fera plus aucun mouvement et il va finir par tomber de plus en plus. Alors, on a mis en place une rééducation vestibulo-spinale. Jusqu'à maintenant, la rééducation classique vestibulaire s'intéressait pas tellement à la composante vestibulo-spinale. Et donc, en stimulant par la rééducation vestibulo-spinale, par des mouvements dynamiques actifs dans le plan des 6 canaux semi-circulaires, on va provoquer une instabilité réactionnelle. On prévient bien le sujet. Les premières séances sont effectuées chez un kinésithérapeute et petit à petit, ces mouvements très rapides dans le plan des 6 canaux vont activer ou du moins réactiver toute la proprioception qui s'est déconnectée depuis plusieurs années à cause de la sédentarité. Voilà les mouvements dans le plan latéral, les canaux latéraux. Là, l'antérieur gauche, le postérieur droit. Alors, on effectue ces mouvements, les yeux fermés, les pieds joints. Après, bien sûr, quelques séances, les yeux ouverts, les pieds un peu écartés. Le résultat de cette rééducation vestibulo-spinale par des mouvements dynamiques actifs va permettre de compenser par l'entrée sensorielle proprioceptive et somesthésique, bien sûr, donc extéro- et proprioceptive, cette presbyvestibulie d'origine vestibulaire, qu'elle soit débutante ou avancée. Voilà par exemple quelqu'un de 91 ans, après 1 mois de rééducation, regardez la vitesse qu'elle a en se redressant, elle n'a plus aucune instabilité, elle ne tombe plus, elle sort, elle est autonome, elle fait ses courses. Le record, 96 ans, il tombait tout le temps, il ne bougeait plus. Après 1 mois de rééducation, regardez la vitesse qu'il arrivait à avoir. Alors qu'il a des canaux postérieurs qui sont à 0 et des canaux latéraux qui devaient être à 0,3, 0,4. Alors, un déficit symétrique des canaux latéraux aux hautes vitesses, je parle bien des canaux latéraux. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des canaux postérieurs et progressivement qui touchent les canaux latéraux ensuite, en fin d'évolution, dans la presbyvestibulie. Là, je vais vous montrer un travail un peu récent, si vous voulez, où on va voir des déficits des canaux latéraux chez des gens beaucoup plus jeunes. On ne pourra donc pas parler de presbyvestibulie, puisque vieillissement, les sujets de 30, 20 ans ou même des enfants, vous verrez, qui ont un déficit des canaux latéraux, c'est un autre processus qu'un vieillissement. Alors, j'ai plusieurs familles avec les parents qui ont un déficit, les enfants qui ont un déficit, et j'ai évoqué, mais ça c'est une théorie, une hypothèse, il faudrait qu'elle soit vérifiée. Est-ce qu'il n'y aurait pas une étiologie génétique, si vous voulez, dans ce déficit précoce de ces canaux latéraux à très haute vitesse, 220 ou 250 degrés secondes? Voilà un sujet de 30 ans. Regardez, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, un sujet de 78 ans qui était normal, regardez à 30 ans déjà le déficit qu'il a. 0,58, 0,6. Il devrait être à 0,9. Et on voit déjà, alors ne regardez pas les couleurs, un petit déficit moins important des postérieurs, 0,8, 0,7. Il n'est pas à 0,9. Ce sujet est venu me voir parce qu'il était instable et son instabilité, à 30 ans, se dégradait très progressivement. Cette instabilité avait commencé déjà il y a quelques années, mais il ne s'en était pas rendu compte. Un sujet de 26 ans, regardez. Déficit des 2 canaux latéraux, 0,7, 0,78, et également à nouveau les postérieurs, vous voyez, 0,88, 0,85. Alors on pourrait dire ils sont normaux. Eh bien, quand on regarde bien attentivement, il y a un déficit plus important des latéraux, mais il y a également un tout petit déficit qui commence des 2 postérieurs, 26 ans. Voilà une famille, l'enfant de 8 ans. Regardez, un déficit à 8 ans, aux hautes vitesses, 0,7, 0,5. Par contre, les postérieurs ne sont pas du tout touchés, 0,97, 0,94. Regardez son frère, 15 ans, également un déficit. Le papa,
46 ans, regardez l'évolution. Les deux latéraux, 0,3, 0,58 et 0,6. 46 ans. Une autre famille, la famille B, la maman, 37 ans, un déficit des deux latéraux, des deux postérieurs. Il y en a toujours, vous voyez, et là, le papa, 42 ans, déficit moins important, mais déficit présent déjà dans les deux latéraux. Un petit peu qui commence aussi au niveau des postérieurs, 0,76, 0,88. La fille, 11 ans, regardez, 11 ans déjà, 0,7, 0,7. Les autres canaux étaient normaux. À haute vitesse, hein. Si vous faites à basse vitesse, vous passez à côté. Si vous faites le VHIT à 150 degrés secondes, vous n'aurez aucun déficit, vous aurez des gains à 1 chez tous ces patients. La troisième famille, on voit la maman 49 ans, regardez, on retrouve le même profil, 0,5, 0,5, et les postérieurs, 0,7, 0,7, mais moins touchés que les latéraux. Regardez la fille de 24 ans, regardez le déficit qu'elle a. Un peu moins ici, mais... Quatrième famille, la maman, 44 ans, regardez. Maintenant, vous commencez à reconnaître beaucoup plus facilement ces déficits. Et la fille, 15 ans, regardez. La maman était venue pour une instabilité, et en discutant avec elle, en lui demandant ainsi de suite, elle me dit, mais effectivement, ma fille, depuis des années, ne bouge pas, elle n'aime pas le sport, elle est très lente, et depuis l'enfance, je la vois, dans ses mouvements, sont ralentis. Elle est souvent assise et dans les cours d'école, elle ne jouait pas comme les autres. Elle était très calme et j'ai appelé ça les enfants très calmes. Et maintenant, on va mettre en place un dépistage dans les cours d'école. On va former les institutrices et toutes les personnes qui travaillent avec des enfants pour qu'on puisse dépister assez tôt ces enfants trop calmes. Alors, je ne dis pas que tous les enfants calmes ont un déficit vestibulaire, canalaire, hein. Mais certains d'entre eux ont un déficit déjà à la naissance et ils vont adapter leur mobilité à ce déficit. Cinquième famille, la maman, 42 ans, on voit à haute vitesse, regardez bien le déficit, et si vous faites le même test à basse vitesse, vous n'avez pas de déficit. Voilà, le message que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est de, si vous faites du VHIT, faites-le à haute vitesse. La fille de 15 ans, regardez, à basse vitesse, pas de déficit, haute vitesse. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup, grazie Pierre della interessantissima presentazione. Farei la discussione per ogni singola presentazione, mi pare più interessante, quindi Mario ti prego di condurla. Allora, io prima di vedere se ci sono domande, volevo a Giovanni, c'era una diapositiva in cui c'era in percentuale la vertigine emicranica dell'anziano. E mi sembrava un dato spropositato, se ho fatto anamnesico non lo so perché, adesso magari il professor Pagnini ci può dire qualcosa, ma per me non esiste la vertigine emicranica nell'anziano, cioè con quelle percentuali, mi sembra, non so se siete d'accordo, pensare al 20 è un pochino, ecco. Sì, quello è un articolo fatto tempo fa, adesso non sono un riferimento mio, personale. E al professor volevo chiedere, esiste secondo lei un pattern dismodulatorio, cioè in senso iperfunzionante nell'anziano? Qui abbiamo problemi nel... Almeno sulle medio-basse frequenze. Alors, qu'est-ce que vous appelez un hyperfonctionnement de la fonction vestibulaire? Est-ce que c'est au niveau périphérique ou au niveau des centres? Moi, je suis au niveau... Io penso una disinibizione probabilmente cerebellare in quel caso. Une désinhibition, donc. Je ne peux pas vous le dire là parce qu'avec le VHIT, on
on ne sait pas, si vous voulez, on n'a pas des gains supérieurs à 0,1, 0,2 parce que par rapport à l'autre fabricant de VHIT, il y a un masque sur la tête. Si vous faites un mouvement rapide, il y a un mouvement du masque qui augmente le gain. Hein, chez Curtoys, tout ça, on voit des gains 1, 2, 1, 3. Alors qu'au VHIT, la caméra est fixe. Donc il n'y a pas d'artefact, si vous voulez. Moi, je n'ai pas noté, si vous voulez, chez les gens âgés, de gains au-dessus de 1. 1,02 maximum. Je n'ai pas trouvé d'hyperfonctionnement. Mais le VHIT ne peut pas vous donner, si vous voulez, une désinhibition. On ne sait pas ce qui se passe. Là, j'avoue que je suis un petit peu embêté de vous répondre. Alors, excusez-moi, je réfléchissais, je pense que là vous parlez, parce que les très hautes vitesses permises par le VHIT, c'est très récent, assez récent. Quand vous parlez de désinhibition, c'est pour les cellules toniques, pour le push-pull, surtout au niveau cinétique, peut-être ou calorique, mais il n'y a pas d'inhibition au mouvement rapide. Le système phasique, si vous voulez, est... Allora, sì. La disinibizione vale per le cellule toniche. Oh, appunto, se noi facciamo una mentre calorica... per quelle fasiche ad altissima velocità non può esserci. Sì, no, ma infatti mi riferivo alle basse mediofrequenze. Quindi con la calorica puoi avere un'iperreflessia, ma non al via video ed impulse. Oui, là, je comprends, mais il faut bien que grâce au VHIT, on voit bien la frontière, qu'il y a la séparation entre le domaine des toniques, qui n'est pas un domaine du mouvement. Ça, le tonique est incapable de détecter ça. C'est du phasique. Et les phasiques, c'est un nouveau monde qu'on commence à découvrir avec leurs fibres pleines de myéline. Et il y a toute une pathologie de dégénérescence au niveau de la myéline qui vont toucher les cellules phasiques et qu'on ne verra pas au tonique. Ça, ce sera le sujet d'une autre présentation. Je suis en train de travailler là-dessus, si vous voulez, sur le problème de la myéline dans les cellules phasiques. Posso fare io 2 domande se non c'è nulla dall'uditorio? Do you speak, posso parlare in inglese? Can I speak English with you? No. Espagnol. Allora mi traduci. Ho due domande. La prima, il ruolo della rigidità del collo to reach high velocity. Très bonne question. In elderly, because you have interest. Alors, là, j'ai oublié de vous en parler. Effectivement, quand on suit le déficit à haute vitesse de ces patients, même très jeunes, ils commencent en premier le comportement d'évitement quand ils ont un déficit à haute vitesse, ils bloquent le cou. Il y a une inhibition au niveau de la liberté de la tête et en premier, ils font plus ça, ils font ça. Quand ils marchent dans la rue, on les appelle, normalement. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux? Ces gens-là, ils réduisent le mouvement cervical. À ce moment-là, il y a une ankylose de tout le système cervical et ensuite s'installe une rigidité et un blocage du cou. Et si on intervient relativement tôt, au début de la presbyvestibulie, les mouvements que je vous ai montrés vont permettre à ces sujets de retrouver une mobilité strictement normale du cou, malgré l'âge, et ils n'auront plus de cervicalgie. Tous ces sujets que vous avez vus, qui ont un déficit même jeune, ont des cervicalgies. Et pareil pour le dos. Ils ne font plus ça. Oui. Et donc ces mouvements-là, si vous voulez, je n'ai pas trop insisté, mais ces mouvements, cette rééducation vestibulo-spinale, par ces mouvements très rapides, vont permettre à ces sujets de retrouver une mobilité cervicale et dorso-lombaire. Mais je crois qu'il demandait quelle est l'interférence de la rigidité cervicale nel raggiungimento pendant l'examination
dans le test. On peut très bien le faire. On y arrive très bien parce que l'amplitude de VHIT, elle est très peu ample. Il suffit de 15 degrés à peu près pour déclencher le test. On arrive à le faire très facilement. E ultima domanda, se ha esperienza, perché la mia è un'esperienza abbastanza comune, di normal gain e numerose over-saccades in the elderly. Alors, vous parlez des coverts et des overts. Over-saccades et covert saccades. With normal gain in the elderly. Ah, attendez, je ne voudrais pas faire un contresens. Est-ce qu'on peut me traduire là? Un overt saccade. Logiquement, là c'est très intéressant, c'est que le VHIT de ces personnes dont vous parlez a dû être fait à basse vitesse ou à 150 degrés seconde. Et s'il y a déjà une overt saccade, ça signe déjà un déficit. Si vous faites chez le même sujet un VHIT à haute vitesse, vous verrez le gain à ce moment-là s'effondrer et arriver la covert et l'overt. Donc c'est une très bonne question, ce qui voudrait dire que l'overt saccade, chez des sujets qui se plaignent un peu d'instabilité, pourrait être un signe précurseur de presbyvestibulie des cellules phasiques. Quand le VHIT est fait à moyenne vitesse, autour de 150 degrés seconde. Et donc il faut absolument que vous appreniez à faire des 220, 250 degrés seconde, et vous verrez le déficit à ce moment-là. L'overt saccade qui va augmenter et la covert saccade. La covert saccade, elle arrive après la rééducation. Spontanément, les sujets, quand ils bloquent leur cou, n'ont pas de covert saccade. Hein. Sauf ceux qui restent toniques un petit peu malgré leur déficit. C'era un'ultima domanda. L'ultima domanda a Leonardo, prego. Grazie per la presentazione, molto interessante, e si riallaccia all'ultimo commento del professor Comacchio. Il gain del VOR con le saccadi, quando rientra in termini normali, è molto probabilmente dovuto le saccadi sono dovute a un errore retinale del soggetto, cioè il soggetto non è perfettamente allineato col punto di mira, per cui il gain del VOR arriva a 0,9, ha un gain del VOR che la macchina ci dà come normale, ma lui ha un errore retinale per cui è costretto a correggere per raggiungere il punto. Questo è molto interessante anche in relazione a quello che diceva il professor Miniconi riguardo il deficit dei canali, e quindi la domanda è: qual è il pattern delle saccadi in questi soggetti anziani nel piano dei canali semicircolari? Bernard, tu peux me traduire? Marco, tu che parli bene francese. Allora, le docteur Manzari veut savoir quel est le comportement, le pattern des saccades en les trois différents types de canaux. Dans l'ancien, dans le vieillard, dans l'ancien. Chez les gens âgés. Oui, c'est chez les le type de saccade, l'overt saccade, la covert, les saccades de rattrapage donc. Oui, s'il est différent pour les trois canaux, s'il y a c'est une très bonne question parce que autant le VHIT marche très très bien pour les canaux latéraux, autant pour les canaux verticaux, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un gain très précis comme pour les latéraux. C'est très difficile de pouvoir l'interpréter. Et là, ce que je vous ai montré, ces gains sont des gains qui ne sont pas réels en fait. Il y a des artefacts, il y a des mouvements de l'œil parasite. C'est beaucoup plus compliqué d'établir un gain et de voir la saccade, si vous voulez, dans les verticaux, effectivement. Et ça, je pense qu'ils doivent améliorer encore la détection de leur enregistrement. Il y a un problème là. Hai capito? Effectivement. Che sui laterali non c'è problema, va tutto bene, il saccadico puoi misurare i guadagni, eccetera. Sui verticali invece ci sono dei problemi per quanto riguarda
il ruolo dei saccadici e in rapporto al guadagno, perché ci possono essere degli artefatti. Merci beaucoup, dottor Benicchi.